Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue encore une fois dans nos émissions avec le professeur et historien Sadr Sallam. Nous avons parlé de quelques grands hommes de la pensée musulmane francophone, notamment nous avons parlé de l'Uridi Merad, nous avons parlé de Ben Nabi et aujourd'hui nous allons parler d'un autre aussi homme qui a marqué l'islamologie francophone, en l'occurrence Mohamed Harkoun, dont tout le monde parle et surtout certains qui veulent mettre en difficulté je dirais, l'islam tel qu'il est présenté, un islam comme religion, civilisation, et ceux qui pensent déconstruire toute la littérature théologique, islamologique, ils le citent Mohamed Harkoun. Ils disent d'ailleurs Mohamed Harkoun, on peut dire Mohamed pour les arabophones, ils savent prononcer le ha, et donc qui parle que la déconstruction du discours religieux, de ça et d'autres choses qui concernent Mohamed Harkoun. Nous avons comme invité le professeur Sadr Sallam qui a écrit sur Mohamed Harkoun il y a très longtemps, déjà en 87, il y a tout un chapitre consacré à Mohamed Harkoun dans ce livre, L'islam et les musulmans de France, et qu'il a connu personnellement. Sans trop tarder, je laisse la parole à notre invité, le professeur, l'historien de l'islam contemporain et l'islam de France, notamment Sadr Sallam. À toi la parole. Merci. La dernière fois, on a parlé de Malik Ben Nabi, et il y a un jeune chercheur là, qui a sans doute une bonne volonté culturelle, qui a écrit 2 livres sur Malik Ben Nabi. Et à la fin du 2e livre, il décrète que Ben Nabi est inintéressant, alors qu'il lui a consacré des années. C'est curieux ça. Et il faut étudier Mohamed Harkoun. D'accord. Et on n'a rien vu venir signé par lui sur Harkoun. Sans doute qu'il a trouvé que c'était assez compliqué. C'est très intéressant ce que vous dites, Sadr Sallam, c'est-à-dire d'en arriver là. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de lui, ni le citer, ce bonhomme, mais écrire 2 livres sur Malik Ben Nabi et conclure que Malik Ben Nabi, finalement, est inintéressant, il faut plutôt s'intéresser à Mohamed Harkoun, c'est vraiment curieux comme conclusion. La preuve que Ben Nabi n'est pas inintéressant, c'est qu'en moins d'1 semaine, avant le Ramadan, à Alger, la même semaine, il y a eu 3 colloques sur Malik Ben Nabi. Il y a une demande en Orient, en Indonésie, en Malaisie, à Los Angeles, au Qatar. Il y a eu un colloque sur la guerre d'Algérie, un des meilleurs colloques, après les débats provoqués par le rapport de Stora. Eh bien, il y avait une communication par quelqu'un de Los Angeles, comparaison entre Malik Ben Nabi et Fanon. Bon, donc je pense que ce jeune a vraiment un désir d'intégration. Il veut rentrer dans le monde des spécialistes de l'islam et il sent qu'il faut s'intéresser aux intellectuels. Ben Nabi ne lui a pas rapporté ce qu'il voulait. Il veut passer à Harkoun, qu'il classe comme étant laïque, laïciste. Voilà, exactement. Là, donc, et après, on va fermer la parenthèse. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus vendeur dans la période actuelle de se dire spécialiste et promoteur ou vulgarisateur de Mohamed Harkoun que de Malik Ben Nabi, qui est classé plutôt à autre, bien entendu. Mais bon. Oui. Non, alors pour revenir à Harkoun, dans ce livre, j'ai choisi de parler de 14 intellectuels. Tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'Harkoun, après, a critiqué
Les banlieues de l'islam, qui a été publié la même semaine que ce livre. Ça a été une surprise pour l'auteur des Donc ce banlieues de l'islam. livre, pour l'histoire, est sorti la même semaine que les banlieues de l'islam. Oui, parce que l'auteur des banlieues de l'islam a fait le tour de toutes les salles de rédaction. L'islamologie est nulle, il n'y a que moi, donc préparez-vous à faire des comptes rendus sur les banlieues de l'islam. Mais mon livre est sorti une semaine avant. Donc ça a été une surprise, d'où son animosité jusqu'à maintenant. Et je me souviens, un ami commun à Aix-en-Provence, je sais que il a reçu un certain nombre d'exemplaires de ce livre. Et moi, qui étudiant à Aix-en-Provence à l'époque, Gilles Kepel, l'auteur, disons, des banlieues de l'islam, était reçu à l'IREMAM, qu'on appelait avant le CRESM, le Centre de recherche et d'études sur le sud de la Méditerranée. Il a fait sa conférence devant le parterre d'étudiants, mais Sadr Selam, qui a écrit en même temps que lui l'islam et les musulmans en France, avec des monographies de certains grands hommes de la pensée islamologique francophone, il n'a jamais été reçu. Donc je répète très rapidement. Bruno Etienne m'a reçu dans son bureau et il a commandé des comptes rendus sur ce livre qu'il cite abondamment dans son livre La France et l'islam. La France et l'islam, tout à fait. Bruno Etienne. C'est un mais d'habitude, c'est moi qui ai appelé Harkoun, mais quand il a reçu ce livre, c'est lui qui m'a appelé. C'est une des rares fois où Harkoun prend l'initiative moi, je le respecte parce qu'il avait l'âge de ma mère. Je suis un peu superstitieux. Mais mon livre se démarquait des banlieues de l'islam que Harkoun a critiqué durement, même s'il connaît l'auteur, qui a été son élève à Paris 3. Il a dit, voilà 500 pages où il n'y a pas un seul nom d'intellectuel musulman en France, alors que ce serait que des travailleurs immigrés, revenus à la prière, risquant d'être fanatisés, parce qu'il y avait un calcul pour dire il y a un danger si on ne donne pas des subventions aux politistes pour qu'ils veillent au grain. Harkoun, moi j'ai fait il était très critiqué à Alger, dans les milieux, même pas seulement les milieux religieux. Et moi, il savait que je le défendais. Moi, je me suis trouvé dans une capitale arabe où l'organisation qui nous a reçus m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de Mohamed Harkoun ?» Parce que les autres invités ont eu des propos contre Harkoun. Je lui dis, d'abord, il s'appelle Mohamed. Donc, il a maintenu son prénom. Vous êtes en train, les gens vous accusent d'avoir des dialogues secrets avec Israël. Vous rencontrez les communistes que vous n'aimez pas. La maçonnerie, vous voulez... Voilà quelqu'un qui s'appelle Mohamed, vous dialoguez avec la terre entière, sauf avec quelqu'un qui s'appelle Mohamed. Dialoguez avec lui uniquement parce qu'il s'appelle Mohamed. Après, vous allez voir si vous êtes en désaccord ou pas. Et si vous regardez de près, les shikaya contre Harkoun sont en grande partie non fondés. Parce que Harkoun, quand on le lit, il ne remet jamais en cause la révélation. D'accord, ça c'est le premier point. Oui. Donc, contrairement à ce que disent, nombreux sont ceux qui disent qu'il remet totalement en cause la révélation. J'ai appris sur lui par lui-même. Je n'ai pas lu, j'ai rencontré ses neveux, sa nièce qui était prof à Rouen. C'est lui qui m'a dit, bon, lui il était né en 1928 à Taurit Mimoun, pas loin de Bni Yenni, en Grande Kabylie. Et il a, comme tous les autres, Merad, Ben Nabi, il allait aux aurores à l'école coranique. Donc, Mohamed Harkoun a aussi fait les écoles coraniques. Oui, il continue à l'école coranique quand il est passé au collège des Pères Blancs de Ait Larba. Ait Larba, c'est vers Michelet, je crois. Et il m'a dit, j'ai pu apprendre 40 hizm, soit les 2/3 du Coran. Et j'ai arrêté de prendre le Coran quand je suis passé au lycée La Mauricière d'Oran. Donc ce n'est pas la faute à la Kabylie. Au Kabylie, il étudiait le Coran. Et son seul regret, c'est de n'avoir pas appris tout le Coran. Il passe au lycée La Mauricière, dont il a été un brillant sujet, et il était pris en charge il était interne, mais il avait son oncle
qui était bijoutier, c'est l'Hajj al-Harbi, qui rend hommage dans un de ses livres, qui était bijoutier à Temouchant. Et comme presque tous les bijoutiers, il était membre de la tariqa al-Ammariya. Et Akhoun, qui était très discret sur sa vie, le soufisme, etc., quand on lui cite le nom d'un cheikh de tariqa, il dit « Allah yanfa'na baraktu ». Il disait ça très sérieusement. Donc Akhoun était au moins un déiste. Et un croyant, la révélation, il ne la remet pas en cause. Mais il était, alors là, mais radicalement opposé à toutes les formes d'usage du religieux. Il était au moins déiste. Oui, oui. Ben moi, j'ai eu, on peut parler par la suite. Il m'a donné des documents que j'ai remis à Didier Mochan en 1997, quand lui ne pouvait pas venir avec nous au ministère. C'est les manuscrits de ses lettres à Mitterrand, au moment du projet dont on parlera, oui. où il commence par citer, je crois, Racine, la foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Ladina amanu wa amilu salihat. Oui. Donc Akhoun, il était pour une entrée de ces pays dans la modernité, mais il ne fallait pas que cette entrée soit anarchique, dans le chaos, dans le désordre. Il fallait une modernité intellectuelle. Et donc, il était... Moi, je lui ai retrouvé l'article, son premier article. C'est le texte d'une conférence faite à la petite cité universitaire, la Roberceau, là, qui est vers le Télémli, qui pouvait accueillir 30 étudiants à la salle. Il a fait sa première conférence en 51, Tendance moderne de la littérature arabe, alors qu'il finissait sa licence. C'était tellement bien que c'était publié dans Ibla, à Tunis. Et c'est moi qui lui ai retrouvé. Donc déjà, il avait 23 ans, il publiait dans les grandes revues. Et le mot clé, c'est la critique. Il n'y a pas de modernité sans esprit critique. Donc, par la suite, il a illustré ça de manière très savante dans l'étude de son héros, qui était Ibn Miskawi. Il a fait sa thèse par la suite sur Ibn Miskawi, dont il a traduit le Tahdhib al-Akhlaq. C'est sa deuxième thèse. Tahdhib al-Akhlaq, c'est le traité d'éthique de Miskawi, qui était un des grands penseurs de la dynastie des Bouyites, les Bouéhis. Et alors, avant d'en arriver là, il a fait sa licence, mais on s'est aperçu, en lisant le livre que m'a envoyé sa veuve il y a 1 an, qui est son premier texte, c'est un mémoire sur Taha Hussein, qu'il a soutenu à l'université d'Alger. On disait à l'époque un DES, c'est l'équivalent d'un Master 2 maintenant. Diplôme d'études supérieures. Voilà. Et donc, quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il n'a pas étudié que la philologie arabe. Il a étudié le droit, la sociologie, la philosophie de l'histoire. Il allait suivre les cours qui n'étaient pas nécessaires pour la licence. C'est comme Merad aussi. Merad, d'ailleurs, il a connu à l'université d'Alger. Il a connu le Père Lelon aussi là-bas. Et il m'a dit, Pérez, avec son accent bourguignon, il dit, vous allez enseigner l'arabe vulgaire dans les collèges. C'était lui le maître des études arabes depuis. Et donc il a enseigné 2 ou 3 ans au lycée d'Al-Harraj. Je crois que c'est le lycée qui est devenu Abba Ramdan. Abba Ramdan, d'accord. Mais après, bon, en 1954, il décide de venir à Paris pour passer l'agrégation. Où il décide d'écrire une lettre à Louis Massignon. Et d'ailleurs, il a publié la réponse de Massignon, on n'a pas sa lettre. Et la réponse de Louis Massignon est très intéressante. Où Massignon lui dit « Cher collègue », lui qui venait de prendre sa retraite au Collège de France, un petit prof de collège, et il l'appelle « Cher collègue ». C'est ce qui a sans doute incité Akhoun à s'élever au niveau... Tout à fait, ça donne confiance quand même. Oui. Et donc, il vient ici pour préparer l'agrégation. Il n'y avait pas de bourse. Le gouvernement général n'encourageait pas les étudiants algériens à aller à Paris. C'est peut-être son oncle de Temouchant, bijoutier, qui était dans la Amaria. La Amaria, c'était la confrérie des tirailleurs algériens qui venaient en France et des bijoutiers. Je ne sais pas pourquoi. Et
Donc il obtient l'agrégation d'arabe en 1956. Là, on va parler de son opéra Minora, qui n'est pas connu. Et ses premiers textes, ce sont des propositions de libre opinion au journal Le Monde. Dès qu'il a eu l'agrégation en juin 1956, la guerre en Algérie s'aggravait, et il commençait à envoyer des lettres au Monde en septembre 1956, et que Le Monde n'a jamais publié. Et moi, je les ai retrouvées. Je les ai retrouvées 3 mois avant sa mort. Quand je l'ai appelé, il me dit « Tu les ramènes demain matin ». Il les a lus devant moi et il était très ému. Très ému et moi je lui ai posé la question à laquelle il a répondu. Alors, ces lettres-là sous son nom propre oui, ou sous un pseudo? Harkoun, agrégé d'arabe. D'accord. Oui. Mais Le Monde n'a jamais publié. On les retrouve parce que Le Monde a une qualité. Il ne déchire pas les lettres qu'il n'a pas publiées. D'accord. Une lettre publiée, il la déchire pour laisser de la place. Ah. Mais là, on les retrouve. Ça, c'est un autre problème. Non, mais c'est intéressant pour nos téléspectateurs. Comment on peut trouver une lettre comme ça qui n'a pas Plusieurs lettres, plusieurs. Oui, comment on peut les trouver? Moi, je les ai trouvées par hasard, dans les archives de membres du cabinet de Lacoste. D'accord. Chargé des... Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas trouvé la réponse. On trouve 104 lettres au Monde dans les archives d'un collaborateur de Lacoste. Mon hypothèse, pour avoir lu les rapports du deuxième bureau, il y a la rubrique état d'esprit, renseignement psychologique. Il voulait savoir ce que pensaient les étudiants algériens. Oui. Et ils se sont arrangés par quelques primitifs du monde qui a fait du trabendisme. Je vous donne ce que pensent les intellectuels algériens, vous me donnez les scoops à moi avant le Figaro. Oui. Ça doit être ça. Bon. Toujours est-il que moi, je les ai photocopiés. J'étais étonné, parce qu'il y a un index aux archives Jacques Lenoir, au Centre d'histoire contemporaine. Donc, je vois Harkoun. Que fait Harkoun? Est-ce qu'il était dans l'ALN, il était dans la Fédération de France? Non, c'était les lettres non publiées au Monde. Et en gros, de quoi parlent ces lettres? Il était très solidaire de la guerre de libération. Absolument, de ses frères et parce que certains, excusez-moi, c'est Sadar, ils disent, contrairement à d'autres qui ont fait la grève des étudiants, ils ont rejoint directement la LN, ce n'était pas le cas de Mohamed Harkoun, lui qui ni de Merad, ni de Merad, ni Sidi Ahmed Rozali, oui, pourtant Sidi Ahmed Rozali a été Premier ministre. Il est devenu Premier ministre. Non, moi j'ai connu un de ses très grands amis, c'est le docteur Saïd Chiban, qui était à Strasbourg. Il était ophtalmologue à Strasbourg. Et le premier poste d'Harkoun, après l'agrégation, il a enseigné l'arabe au lycée de Strasbourg. Chiban a dit, Harkoun, que je connaissais à Alger, avec lequel il parlait kabyle, il dit, il venait aux réunions clandestines des cellules du FLN et il payait sa cotisation. Mais il n'a pas voulu faire la grève. D'ailleurs, même Harbi, même Ahmed Talib disait, une grève d'1 an, c'est beaucoup. Ils voulaient une grève d'1 semaine, 1 mois. Mais après, ils ont obéi à Barantan, qui était très dur. Mais moi, je ne les juge pas sur ce non-respect de la grève. Mais après, il a senti que quiconque lit ces lettres se demande si c'est le même Mohamed Harkoun. Il était très croyant. Il a dit... D'ailleurs, après, il ne parlait plus du mouvement réformateur. Dans ses lettres, il fait l'apologie du mouvement réformateur qui dit, à partir des prescriptions divines, veut légiférer en fonction des nouvelles données. Après, il a zappé le mouvement. Après, il a regardé, il m'a dit, moi j'ai changé en 59. Je n'ai pas voulu lui dire, parce que sa femme était là. Je n'ai pas voulu l'embarrasser davantage. J'ai ma petite idée maintenant. Alors lui, à Strasbourg, il a été immédiatement recruté comme chargé de cours au département d'arabe, où il y avait Claude Cahen, qui après s'est fait connaître comme spécialiste de l'histoire économique de l'islam. Et c'est Claude Cahen qui l'a ramené avec lui à Paris. Claude Cahen, moi, il m'a donné une fois le numéro de téléphone de Cahen après sa retraite. Je n'ai jamais eu le courage de l'appeler.
Il m'a donné le numéro de Pella, de Caen. J'avais celui de Montaigne et de Arnaldez. Mais il m'a dit, les questions que tu me poses, tu peux les poser à Pella de ma part. Ouais. Mais il m'impressionnait, ces deux. Oui, c'est tous des grands islamologues. Il faut avoir du biscuit pour discuter avec Caen, qui était d'une rigueur. Ouais. Avec Harkoun, moi, j'ai beaucoup appris. C'est vraiment un cours d'1 heure. Hein. Et puis, Harkoun était très de bonne humeur. Dès qu'il reconnaît ma voix au téléphone, il me dit « Kérakter » avec l'accent d'Oran. Il a gardé l'accent d'Oran en souvenir de son passage au lycée La Mauricière. Puis sur l'islamologie, les islamologues, Abel, tout ça, sur Blacher, dont il était proche, on sait beaucoup de choses sur la face cachée de cette grande caste prestigieuse qui était humaine, parfois trop humaine. Et donc lui, après, assez rapidement, il se retrouve assistant en 61 de Blacher à la Sorbonne. Parce qu'il s'est lancé dans la... On a des articles de lui de cette période-là, où il cherchait un sujet. Son premier sujet, c'était d'aller étudier le fait religieux en Kabylie. Mais il a appris que les 2 tiers de la Kabylie, c'était une zone interdite. En 1956, Bourdieu l'a fait, mais pas lui. Bourdieu avait un sauf-conduit du gouvernement général. Et donc, il s'est rabattu sur des sujets théoriques. Et il a commencé, un de ses grands articles, c'est sur le Adab al-Dunya wad-Din de Mawardi, qu'il a publié dans la revue des études islamiques en 1963. Ce n'était pas donné à n'importe qui. C'était Laoust, Massignon venait de mourir. Et donc, c'est le début de son intérêt pour l'humanisme musulman et l'éthique. L'éthique, il y a 2 mots en arabe, c'est l'adab al-akhlaqi ou le fikr al-akhlaqi. Le fikr al-akhlaqi, c'est quand il y a une référence à l'éthique à Nicomaque, aux philosophes grecs. L'adab al-akhlaqi, c'est Ibn Qutayba, l'adab al-dunya, Uyun al-akhbar. Et c'était l'époque où de grands orientalistes disaient l'islam n'a pas d'humanisme. Et lui, à la suite d'un article de Abdelrahman Badawi dans Studia Islamica, il leur a montré qu'il y avait parce qu'il a traduit un passage d'Ibn Arabi sur l'insan al-kamil. C'était une révélation pour tous les... sauf peut-être pour Massignon. Mais Massignon n'aimait pas Ibn Arabi. Oui, c'était un hanbalite, enfin un hanbalologue, quoi. Non, c'est Laoust qui était. C'est Laoust, pardon. L'autre, c'est Hallaj. Pardon. Hallaj, oui. Lui, c'est le Hallaj, oui. Il était contre Wahdat al-Wujud. C'est Ibn Arabi, et l'autre, c'est Wahdat al-Shuhud. Wahdat al-Shuhud. Mais Massignon, il s'intéressait à tous les aspects de l'islam. Depuis le pétrole jusqu'au parfum, le rôle du parfum chez les mystiques, Souq al-Atarin à Tunis, etc. Et donc, son étude de Mawardi, il venait de s'inscrire avec Brunswick, avec Blacher, pour une thèse sur Ibn Miskawayh. Mais Blacher n'était pas très content de ses premiers chapitres. Il ne voulait pas qu'il soutienne avec lui. Il a été obligé d'aller chez Brunswick, ce qui est très méchant de la part de Blacher. Mon hypothèse à moi, c'est que Blacher était un très grand philologue. Barak m'a dit, avec Pérez, Blacher, on a appris l'analyse philologique. Tu as un mot, il faut le décortiquer. Ça crée un champ sémantique à l'intérieur duquel on peut réfléchir. Mais Harkoun était inspiré par la pluridisciplinarité qui a été inaugurée par Charles Pella quand il a publié le milieu basrien et la formation de l'Jahil. Le milieu, c'est déjà une étude sociologique, la littérature. Voilà. Oui, tout à fait. C'est pas seulement la langue. Et lui, il m'a dit, oui, il m'a dit, j'étais obligé de... Parce que Pella était dans le jury. Pella était très content qu'il fasse école. Mais Blacher n'était pas content, donc il a soutenu en 68 avec Brunswick, qui était resté il est resté très proche de lui. Il m'a raconté une fois, et il m'a dit, Brunswick a écrit une fois une lettre
au président du jury de l'agrégation de philosophie pour lui demander, c'était pas n'importe qui, c'était un très grand philosophe de la Sorbonne. Il lui a dit ce serait bien d'introduire l'arabe comme langue à option à la grecque de philo. Réponse très brève de ce grand philosophe, l'arabe n'est pas une langue de philosophie. Brachoui qui était furieux, il lui dit voilà un grand philosophe qui dirige un département et qui ignore l'existence de Ibn Sina, d'Ibn Rushd, d'Ibn Tufayl. Il m'a dit on a cohabité avec des ignorants. Il fallait montrer qu'on ignorait leur ignorance. Harkoun, il a un grand mérite d'avoir gravi les échelons dans ce monde qu'il contestait. Donc il va introduire, disons, dans ce milieu-là, il va leur faire découvrir l'humanisme musulman. L'humanisme arabe au XIVe siècle, voilà. avec comme sous-titre Ibn Miskawayh, et philosophe, un peu, mais surtout... Ibn Miskawayh. Oui, parce que Juan Safa, c'était des Ismaéliens. Oui. Les Bouyahiyin étaient des imamites plus modérés. Oui. Leur différence avec le sunnisme était moins marquée. Oui. Mais c'est une étude de tout le IVe siècle, c'est-à-dire la relation à la vie intellectuelle. Notamment, il a des passages sur Sahab ibn Abad, qui était ministre de Rukn al-Dawla ou Azot al-Dawla, mais qui était un mécène. Par exemple, c'est lui qui finançait et aidait le Mu'tazili du Yémen, le Qadi Abdel Jabbar. Oui. C'est grâce à Harkoun, parce que quand on dit les Mu'tazili, hier on avait un petit avocaillant, ami de celui de la Grande Mosquée, qui dit il faut revenir au Mu'tazili, il ne sait pas de quoi il parle. Oui. De Khalq al-Qur'an. Oui. Et il croit que c'est une panacée, on va introduire le mu'tazilisme dans toutes les mosquées, tout va être réglé. Pour certains, oui, pour certains qui ne connaissent pas, d'ailleurs on peut parler de ça à des heures et des heures. Pour eux, quand on évoque le mu'tazilisme, on évoque l'islam libéral, l'islam du lumière, l'islam rationnel. Voilà. Oui. Pour eux, mu'tazilisme, c'est un débat qu'il est impossible, vu la tyrannie des politistes au CNRS, etc., il est impossible d'avoir un débat sérieux sur les mu'tazilites à l'université française d'aujourd'hui. On pouvait l'avoir du temps d'Arnaldez. Alors que c'est archi faux. Moi, je dis juste une parenthèse et on continue. Par exemple, sur la question de la création du Coran, le Coran créé, moi je dis, j'ai lu des dizaines et des dizaines de ces islamologues qui ne comprennent rien à cela. Ils pensent qu'en disant ou qu'en prenant le fait que l'islam est créé, ça ouvre le champ pour une interprétation. Le Coran comme on veut. Voilà, il n'y a d'interprétation, vraiment d'exploration du texte coranique que si on admet la thèse créationniste du Coran. Alors que c'est faux. Mais c'est Harkoun au téléphone, il rentrait de Jakarta, où il m'a signalé un livre qu'on ne trouve pas en France. Il m'a dit le Qadi Abdel Jabbar était un grand juriste, spécialiste du usul fiqh. D'ailleurs, son traité de son élève, le Basri, c'est pas le Hassan al-Basri, mais un autre, Abou al-Hassan al-Basri, a été publié par Hamidullah, où il dit aucune différence avec le usul fiqh ash'ari. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'avocat d'hier à la télé, il oppose les Mu'tazila aux Hanbalites. Les Mu'tazila, il faut les opposer aux Ash'arites sur Khalq al-Qur'an. Absolument. Bon. Absolument. Et il m'a dit, le Qadi Abdel Jabbar a un livre, un de ses plus importants livres, qui s'intitule Fada'il al-Qur'an, où il montre qu'il ne remet pas en cause la révélation. C'est un débat très, très difficile, où il considère que le Coran, c'est la parole de Dieu, mais en langage humain. Le langage humain de Quraysh, c'est une création humaine. Ouais. Mais ce qu'il y a dans Lawh al-Mahfouz, l'idée, c'est un débat qu'on pouvait faire plusieurs séances ici, il faut revenir au Lawh al-Mahfouz, les tables préservées. Et dans Harkoun, il m'a dit, il faut lire et traduire le livre du Qadi Abdel Jabbar, qui
éloigne toutes ces accusations gratuites contre les Mu'tazila. Et donc, lui, il était pour qu'on... Comme Malik Ben Nabi, il a remis à plat en 1946, quand Ben Nabi a participé à la création des éditions Nahda, avec Dr Khaldi, Salah Ben Saï, Abdelkader Mimouni. Il voulait vraiment une renaissance intellectuelle. Nahda, les éditions Nahda d'Alger, oui. D'Alger. Oui, lui, il a dit, je suis prêt à vous donner des manuscrits. Il a donné en un temps record le phénomène coranique, puis les conditions de la Renaissance. Or, Harkoun, il remet tout à plat, mais avec un bagage de sciences sociales. Ben Nabi, toute l'œuvre de Ben Nabi est un appel à l'étude de toutes les sciences humaines. Pourquoi? Parce que dans le mot « Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim », il y a le mot « nafs ». Donc tout ce qui est étude de nafs, il faut l'accepter, y compris la psychanalyse. Parce qu'il y a le mot « ruh »,« nafs »,« aql »,« qalb ». إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السمع وهو شهيد. Le qalb, d'après Belacher lui-même, chez tous les sémites, c'est le siège de l'intelligence, pas seulement la sensibilité. Et donc Ben Nabi, il a dit, il ne faut pas avoir peur, contrairement au Vatican, qui avait un évêque spécialisé dans la réfutation des sciences sociales, qui considérait comme un danger. Ben Nabi a dit non, la foi solide n'a rien à craindre des sciences sociales les plus audacieuses. Parce qu'il y a des modes universitaires, la mode psychanalytique. Contrairement à un auteur, c'est le cousin ou le frère de Sayyid Qutb qui s'appelle Mohammed Qutb. Dans un livre qui s'appelle Tatawur Sabat, il s'en prend alors violemment à trois têtes de Turcs, si je puis dire. C'est Darwin, Marx et Freud. Dit ce sont les plus dangereux pour la foi musulmane. Ben Nabi, il emprunte à la psychanalyse dans le phénomène coranique, quand il dit le wahi et le moi mohammedien. C'est une terminologie psychanalytique. Et Harkoun, c'est un des points communs. C'est démystification totale, réhabilitation de la vie intellectuelle. On ne peut pas avoir un État, une société sans la fonction intellectuelle libre et critique. Voilà, justement, on arrive là, c'est un peu, il est connu pour ça, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc, ce que d'ailleurs vous dites dans le livre, quand vous présentez un peu en une phrase chacun des auteurs dont vous parlez, Mohamed Hamidullah, vous dites un jurisconsulte hanafite du quartier latin. Alors qu'il était chafi'ite. Voilà, alors qu'il était, voilà. Vous dites de Hamza Boubakar, un saharien à Paris, Nejmuddin Bamat, un homme de prière, et Mohamed Harkoun, donc vous dites le culte des sciences sociales. Oui, il a accepté cette appellation. Cette qualification? Oui. Il avait carrément un culte. Il a dit, pour éviter les dérives, les mystifications, il faut vraiment une sorte de sacralisation laïque de tout ce qui est science sociale. Pour la basira, ça va dans le sens de la basira. Sans tomber dans idéologisation, quoi. Non, il était contre toutes les idéologies. C'est pour ça qu'il est mal compris, mal lu. Lui, il m'a dit... Parce que certains, excusez-moi, j'essaie un peu de traduire ce que on entend ici et là, ce qu'on regarde aujourd'hui. Pour certains, justement, ce que vous dites ici, là, le culte des sciences sociales, pour certains, ils ont transformé ce mot culte donc, en une idéologie des sciences sociales à utiliser contre l'islam. Non, au contraire, lui... Il suivait tous les apports de la linguistique, de la sémiotique, etc. Et il choisissait une discipline et il prenait un échantillon de l'histoire du Moyen-Âge et il le revoit à travers ça. Il dit les sciences sociales nous aident à voir plus clair dans le Torah. Parce que lui, il a dit on a un discours islamique fondé sur la glorification du Torah et la défense de l'orthodoxie, al-Sunnah wal-Jama'a. Oui. Il dit c'est très bien, mais il faut élargir. Il faut revoir à chaque fois, parce que les sciences sociales, c'est une approximation comme les méthodes itératives en mathématiques. On s'approche de plus en plus. Et donc pour des pays qui renaissent à l'histoire, leur édification risque d'être ratée si ce n'est pas sur des bases solides.
et rationnelle. Or, Ben Nabi, il était pour une mobilisation spirituelle, mais accompagnée d'un renouveau intellectuel. Une mobilisation spirituelle sans renouveau intellectuel, ça mène droit au mur. Il fallait les deux. Il rejoint ici aussi ce que dit Malik Ben Nabi d'une autre façon. Oui, sauf que lui, il dit il faut d'abord un renouveau intellectuel, sciences sociales, tous azimuts. Après, la foi ne disparaît pas. D'accord. Alors que les mouvements dits radicaux, leur angoisse, c'est la perte de la foi. Or, moi, j'ai été le voir à Arkoun en 84, où il était tout puissant chef du département d'études arabes islamiques à Sancier. Il m'a reçu dans son bureau. Et moi, je le connaissais, moi, Arkoun. Il venait dans les conférences avec Ricoeur. Il était dans tous les dialogues islamo-chrétiens où il faisait des exposés. Vraiment, on sortait fier d'avoir entendu un Mohammed parler comme ça. Au moment où Blacher dit les Arabes, vous confondez l'émotion et la science, etc. Et je lui dis, nous avons une jeunesse qui grandit ici, qui est formée exclusivement à l'école publique, qui ne connaît pas l'arabe, et qui ne peut pas se contenter de la prédication du vendredi. Il faut un ijtihad. Et je me souviens, il s'est écrié, il m'a dit, mais le Coran nous fournit une plateforme éducative. Comme ça. Absolument. C'est-à-dire, il faut savoir lire le Coran. Le Coran nous fournit une plateforme éducative. Texto. D'ailleurs, je l'ai enregistré. J'ai une vieille cassette. Ouais. Oui. Et donc, je crois avoir sensibilisé Arkoun à ces problèmes-là. Après, il s'est mis à aller faire des conférences. Il payait, comme moi, des billets lui-même pour aller à Montélimar ou à Rennes. Parce qu'il y avait l'islam qui était au programme dans les collèges en 5e, en seconde. Les agrégés d'histoire ou de philo ne savaient pas par quoi commencer. Et je lui ai signalé ça, il s'est mis à y aller. Après, il m'a dit, lui, il rentrait d'une tournée à Los Angeles où il a eu le prix Lévi de la Vida. Il m'a dit, toi, tu connais la carte en France. Parce que moi, je lui parlais de mes conférences. Tous les milieux nous invitaient à faire des conférences. Où on a réglé toutes sortes de problèmes sans téléphoner au monde. C'était la deuxième moitié des années 80, c'est ça? C'est ça. Moi, j'étais le voir en 84. Au moment où j'étais à ma 3e année de conférence annuelle sur l'islam dans un centre diocésain de formation permanente au Mans. Ils ont vu mon nom à la fac. Ils ont vu que je n'étais pas né dans la Sarthe, ni à partir du prénom. Ils m'ont demandé, je n'ai pas voulu me dérober. J'ai été consulté à Hamidullah. Je dis, il y a des gens très instruits. Moi, je n'ai jamais été en Indonésie, il y a 2 coopérants. Il m'a dit, mon frère, ne vous sous-estimez pas. Acceptez, quand vous aurez des problèmes, venez me voir. Là, Hamidullah a été un grand stimulant. Et donc, comme moi je parlais de ça à Arkoun, il était très intéressé. Il me dit, oui, bien sûr, il faut combattre les idées reçues. Et à partir de... Quand il y a eu les premières crises sur l'islam, c'est l'affaire Rushdie. Oui. C'est Mitterrand lui-même qui a demandé à voir Merad en 89. L'affaire Rushdie, c'est février-mars. Et Merad a remis, il a dit à Mitterrand, les jeunes, il y avait 900 personnes qui ont manifesté Oui, à Paris. Oui, et Le Monde a titré un millier de khoménistes à Paris. Qui était, alors que Jox, ministre de l'Intérieur, s'est félicité du calme de cette manifestation. C'est l'aile laïcarde du Parti socialiste qui a actionné les journaux pour dire qu'il y a péril en la demeure. Mais Merad a dit, ces jeunes ont besoin d'être éduqués. Mitterrand, mais absolument. Mitterrand a mis à l'étude, il a dit l'endroit le plus indiqué, c'est la zone concordataire où il y a des facultés de théologie, donc pourquoi pas une pour les musulmans. Et Merad a laissé 3 options, soit à Strasbourg, soit un établissement privé sur le modèle de l'Institut catholique de Paris, c'est-à-dire 50% public de financement et 50% État,
soit un établissement indépendant. Et Merad disait qu'il faut qu'il soit indépendant surtout de l'INALCO, parce qu'il y avait des querelles de clans qui ne voulaient pas étudier. Et donc, quand ça a été rejeté, Merad a été vraiment... Il a dit « ces pouvoirs nous font perdre du temps, etc. » Harkoun a été sollicité. Et moi, j'avais vu le conseiller de Jox à l'époque. Je lui ai posé la question, il m'a dit « Nous ne sommes pas contre un établissement sur l'islam, mais partout ailleurs, sauf à Strasbourg. » C'est revenu aux oreilles d'Harkoun, il a dit oui, je vais présenter un projet à Paris. Il a présenté un premier projet, Centre national d'études de l'islam. Il évitait le mot islamique, parce qu'il y avait des gens qui l'utilisaient, ça sonnait comme islamiste. Oui. Et ce projet a été accepté par la 5e section de l'école pratique des hautes études. Il ne restait plus que l'aval du ministre de l'Éducation, qui était Lionel Jospin, en 92. Et avec comme chef de cabinet ou directeur de cabinet, Claude Allègre. Ils ont refusé de recevoir Harkoun. Quelques mois avant la débâcle socialiste aux législatives de mars 93. Et dans une déclaration au Figaro, Harkoun a révélé ça, il a dit ce ministre socialiste est méprisant pour quelqu'un qui s'appelle Mohamed. Parce qu'il y avait le droit d'inventaire de Jospin, il se sentait une âme de présidentiable. Donc il a dit Mohamed, combien de voix il peut rapporter aux élections. C'est un raisonnement stalinien qui dit le pape, combien de divisions blindées. Alors Mohamed, combien de paquets de voix. Harkoun n'est pas un agent électoral. Justement, sur ce point-là, puisqu'on en parle, donc j'ai entre les mains La construction humaine de l'islam, donc qui est une interview que 2 auteurs ont fait à Mohamed Harkoun, avec une préface d'Edgar Morin. Dans sa préface, Edgar Morin, il dit sa critique à la fois audacieuse et prudente d'une raison islamique close lui fait mettre en œuvre les multiples dispositifs d'une rationalité ouverte. Et il dit que Mohamed Harkoun était à la fois critique donc de la raison islamique, l'autre celui d'une critique de la raison occidentale. Oui, il a résumé ça en me disant le Torah est fondé sur un épistémé ou une épistémé. Oui, on dit une épistémé. Une épistémé médiévale. Voilà. Et l'orientalisme moderne est fondé sur une épistémé du 19e siècle, qui est le siècle des nationalismes agressifs et impérialistes. Ouais. Il m'a dit, on ne peut pas se contenter de ces épistémées, il faut les décortiquer, les déconstruire. Déconstruire, les séparer de leur contexte. Inconsciemment, elles portent la marque de leur contexte. Ça, c'est un point très important. Moi, je me souviens encore, donc étudiant à Aix-en-Provence, lors justement de l'affaire de Salman Rushdie. Lui, il était un des soutiens, bien sûr, de Salman Rushdie pour sa liberté, etc. Mais dans une longue interview sur toute une page je pense c'est Henri Tin qui lui a fait l'interview sur toute une page du journal Le Monde, il dit entre autres, d'ailleurs je pense que c'est le titre qui a été choisi comme chapeau pour toute la page, toute entière, où il disait qu'il faut remettre en cause aussi la temporalité de la pensée des Lumières. Il dit que les Lumières, c'est pas atemporel. C'est pas atemporel. Donc, il parle de cette épistémée. Et derrière cet article, je me souviens, sur un mois, toutes les semaines, on avait droit à 2-3 tribunes qui attaquent Mohamed Harkoun. Tu te souviens de cet épisode? J'y étais pour quelque chose, parce que c'est moi qui ai envoyé Tank chez Harkoun. Moi, je m'effaçais derrière nos aînés, Merad, Harkoun, qui avait un projet, et à la moindre occasion, moi, je voulais que le projet soit relancé. On se faisait des illusions sur les chances d'aboutissement de ce projet, parce qu'on découvre des montagnes, des dunes de sable, pas seulement des grains de sable. Et donc, la réponse qu'il a
plus marquée, c'est celle de son ami André Miquel, parce que Miquel a envoyé une lettre très brève au Monde où il dit « Je suis en désaccord avec mon ami Harkoun ». Sur quel point Harkoun a dit Khomeini n'a pas la même conception des droits de l'homme que les Occidentaux, ce qui est un truisme. Oui. Et eux, ils ont dit qu'il est devenu Khomeini, s'il lui trouve des circonstances. Oui. Et il a dit la philosophie des Lumières n'a pas empêché la colonisation, qui était aux antipodes. Voilà. Donc, ce n'est pas la panacée, la philosophie des Lumières, elle a eu tous ses mérites, mais elle a ses limites. Voilà. Et en fait, ça, il ne voulait pas l'admettre de la bouche de Mohamed Harkoun. C'était presque un blasphème. Oui, mais dans le cas de Miquel, paix à ses cendres, il savait que derrière ça, il y avait le projet d'institut. Et Miquel fait partie des opposants les plus acharnés à cela. Je ne répète pas ce que m'a dit Harkoun du rôle de son ami Miquel. Et donc, la toile de fond, c'était ça. C'était d'empêcher qu'il y ait un institut pour relancer l'islamologie à l'ancienne, mais avec une arrière-pensée, c'est les jeunes musulmans en France. Il faut s'en occuper, mais pas de manière rationnelle. Ce n'est pas uniquement par les contenus de foi. Et maintenant, après le 2015, c'est un hommage posthume à Harkoun. Tous les journalistes disent pourquoi les frères Kouachi n'ont pas étudié l'éthique musulmane à Paris. Or, il n'y a rien à Paris. Il aurait fallu. Et Harkoun, après, il était aussi amer que Merad avant lui. Mais le hasard a fait que moi, je me suis retrouvé pendant 2h30 dans le bureau de Mochan avec un ancien secrétaire d'État et un ancien préfet, au Rabah, qui était conseiller d'État. On a fait le tour de toutes les questions. Et donc, moi, j'ai soulevé le projet d'institut. Et Mochan nous a dit, ne partez pas en vacances, je vais vous faire recevoir assez rapidement par le ministre. Et donc, moi, j'ai été immédiatement voir Harkoun. Je lui dis, on risque d'être reçu à nouveau, il faut venir avec nous. Or, il avait une invitation de longue date à Jakarta, je me souviens, mais il m'a donné toute sa correspondance avec Mitterrand, le premier projet d'école des hautes études, le Centre national d'études de l'islam, très précis. Il voulait par exemple un laboratoire au CNRS spécialisé dans l'exégèse coranique, avec tous les apports de la linguistique moderne, de la sémiotique, des sciences du langage. Pourquoi ? Parce qu'il était d'accord avec son ami Olivier Carré, qui est l'auteur d'une formule, la lecture brute du Coran. Pour lire le Coran, il faut lire Asbab al-Nuzul, Wahidi, Tabari, et ne pas réagir à un verset comme ça, dont on croit avoir saisi le sens. Il voulait rassembler toutes ses connaissances en un seul endroit. Non, il nous reste 2 minutes. Alors il a relancé sous forme d'école des hautes études de l'islam, que Chevènement a défendu. Oui. Et Jospin a soumis au ministère de l'Éducation. C'est là où on trouve ce duo une deuxième fois. Oui. Jospin et Allègre, qui refusent de recevoir Harkoun en 92 et qui sabotent le deuxième projet d'école des hautes études de l'islam. Son détournement a eu lieu au profit d'une microstructure qui s'appelle toujours l'ISM, et où on a créé un poste pour permettre à une déçue de la présidence de la HESS de mettre sur sa carte de visite directrice de quelque chose. Et 30 ans après, si je puis dire, cet institut, cet établissement n'a toujours pas lieu, n'a toujours pas d'existence. Il y a de bonnes conférences, mais il y a zéro jeune musulman. Parce que le projet d'Harkoun, il comportait une université ouverte. C'est-à-dire des gens qui viennent écouter sans préparer le diplôme. Et ça aurait attiré tous les jeunes et les aurait dissuadés d'aller à Peshawar et au Yémen. Absolument, mais malheureusement... Et j'ai rencontré, moi, la bénéficiaire de ce détournement, juste après les attentats du Bataclan. Dans un arrêt du bus au quartier latin,
Parce que moi, j'ai été la voir, elle a levé les yeux au ciel, j'étais dans un nuage, elle a dit l'éducation des jeunes musulmans en France, ce n'est pas mon problème. D'accord. Et quand je l'ai retrouvée après les 180 morts, je lui ai dit, alors c'est toujours pas votre problème, les jeunes musulmans? Elle a baissé les yeux. Ouais. La première fois, elle a regardé le ciel. Ouais. Deuxième fois, elle a baissé les yeux. D'accord. Donc, alors, il nous reste une minute, c'est Sadr Selam, pour donner envie à nos téléspectateurs d'aller, de se débarrasser d'abord de ces idées préconçues ou bien de ces préjugés négatifs, Mohamed Harkoun, anti-islam, ou etc. Comment, par quoi vont-ils commencer? Mohamed Harkoun, son étude est nécessaire si on veut vraiment défendre un pluralisme. La pensée musulmane a toujours été pluraliste depuis le début. Je ne vois pas pourquoi on déciderait de ne voir qu'une seule tête. Deuxièmement, son interpellation, parfois vraiment irritante, parfois blessante, mais elle est indispensable pour ne pas laisser l'islam accaparé par soit une caste de clercs de bonne foi, qui considèrent que dans l'islam il y a beaucoup d'invariants, mais ils mettent leurs privilèges en tête de ces invariants à ne pas toucher. Donc il faut de temps en temps les interpeller pour qu'ils tiennent compte de leur environnement, et surtout des recteurs de grandes mosquées incultes qui prétendent devant les journalistes non moins incultes des affaires de l'islam, représenter l'islam. Donc il faut démystifier au maximum, retenir les critères rationnels sains, et la rationalité médiévale islamique rejoint celle de Descartes et même celle des sciences sociales les plus récentes. C'est pour ça que Harkoun, il faut l'étudier, l'inscrire au programme d'une éducation musulmane, dont on ne peut pas se passer si on veut éviter d'autres drames. Dans ce cadre large de la pluralité. Donc là, merci beaucoup, Sadr Selam, pour toutes ces explications. Donc ces avocats ou avocaillons qui viennent aujourd'hui à la télévision nous parler de ce que dit le Coran ou de ce que ne dit pas le Coran, ne sont pas, je pense, ni de près ni de loin des gens qui vous rapprochent de ces grands hommes, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une réédition de ce livre? C'est quand même intéressant. Après révision, voilà, je pense que ce livre mérite d'être réédité. L'islam et les musulmans en France, Sadr Selam. Je vous remercie d'avoir suivi notre émission et Inch'Allah Ta'ala à une autre occasion. Wassalamu alaikum.